Voilà, je vous remercie de m'avoir invité, en particulier le professeur Éric Delaporte, qui a été mon président de mémoire lors de la soutenance de ma capacité de médecine tropicale il y a 2 ans. Mieux vaut tard que jamais. Donc l'intérêt du GENExpert, qui est une technique d'amplification génique dont je ne maîtrise pas du tout le matériel, puisque moi je ne suis qu'un clinicien, je ne suis pas bactériologiste, j'insiste bien là-dessus. L'intérêt du développement de cette technologie a été motivé par l'importance de cette maladie qui est cette tuberculose, une grande tueuse, 2 millions de décès dans le monde par an, et puis on peut dire aussi que ça représente 26% des décès qui seraient évitables dans les pays en développement, en particulier dans le cas des maladies infectieuses. J'ai choisi comme plan de mon exposé tout d'abord de faire un petit rappel de cette technologie, ensuite de voir un petit peu la balance entre avantages et limites de ce procédé, de faire un petit peu le point sur la diffusion de cet appareillage actuellement dans le monde, et enfin d'essayer de voir dans le cadre de la pyramide sanitaire, en particulier africaine, puisque c'est la seule que je connais un petit peu, et en particulier dans le cadre des partenariats ESTER, où il serait pertinent de placer ce type de matériel. Principe et méthode. Alors, on revient à un article que j'ai lu avec beaucoup d'attention lorsque je faisais mon DU de tuberculose l'année dernière avec le professeur Dotzenberg. L'article du New England qui définit les principes et les méthodes de ce procédé date du 9 septembre 2010. Et donc là, on explique bien le mécanisme de détection des séquences d'ADN spécifiques du complexe Mycobacterium tuberculosis et du gène porteur de la résistance à la rifampicine, qui est le gène RPOB, à partir d'échantillons cliniques. Alors, donc, ce matériel est un matériel qui va permettre, dans un temps très court, d'une part, diagnostiquer la présence de mycobactéries si les prélèvements sont assez riches en bacilles, et d'autre part, de dire si, oui ou non, il existe sur ces bactéries le gène de la résistance à la rifampicine. Le GENExpert va purifier, concentrer, amplifier et identifier un fragment d'ADN ciblé. Le complexe Mycobacterium tuberculosis n'est pas le seul complexe détecté. Il y a quelques mycobactéries qui peuvent être atypiques, qui peuvent être détectées simultanément. L'appareil est relié à un ordinateur qui va donner les résultats semi-quantitatifs en 2 heures. Et il va en même temps nous donner, dans le même temps, l'existence ou non de cette résistance à la rifampicine. Il faut savoir que cet appareillage n'est pas spécifique du diagnostic de la tuberculose. Il a été utilisé dans de nombreuses applications, en particulier pour le diagnostic des Staphylococcus aureus métier-résistants, puisque sur une bactériémie, sur une hémoculture, le diagnostic peut être fait en moins d'1 heure. Pour le portage du streptocoque B, pour le diagnostic des souches toxigéniques de Clostridium, et enfin pour le diagnostic de virus H1N1 et des méningites et entérovirus, mais il y a encore d'autres applications bactériologiques. La méthodologie est très simple. Pour former un technicien avec cette méthode, il faut à peu près 3 jours. Pour former un bon technicien en bactériologie à la méthode de Zille, il faut environ une quinzaine de jours. Alors, le patient va cracher dans un récipient auquel on va ajouter un tampon à proportion de 2:1. Ce récipient va être refermé, secoué, laissé reposer pendant 10 minutes. Au bout de ces 10 minutes, on le secoue encore une seconde fois. On le laisse 5 minutes se reposer avant de l'introduire, après prélèvement par une pipette, dans la cartouche qui va être introduite dans le GENExpert. Cette cartouche va être donc introduite et on va lire sur l'ordinateur, d'une part, sur la bande rouge, l'existence ou non de la présence de mycobactéries tuberculeuses, et en bas, s'il existe ou non une résistance à la rifampicine. L'intérêt du diagnostic de la résistance à la rifampicine, c'est qu'elle est rarement observée seule. Elle est en général un marqueur de multirésistance, c'est-à-dire de l'association d'une résistance à la fois à la rifampicine et au rimifon, c'est-à-dire les 2 antituberculeux majeurs dont on dispose actuellement dans les traitements antituberculeux. Cette multirésistance est le plus souvent détectée dans les souches de MDR avec une... Voilà, la détection simultanée de l'absence de mutation de gène RPOB accélère le diagnostic de tuberculose multisensible.
Voilà quelles sont les valeurs prédictives des TAG si on en croit la société Cepheid qui a commercialisé ce matériel. Pour le diagnostic des tuberculoses pulmonaires à microscopie positive, la sensibilité est de 98%, la spécificité de 99%. Pour les tuberculoses à microscopie négative mais culture positive, on a une sensibilité de 50% et une spécificité de 98%. Enfin, on peut faire le diagnostic dans des séreuses à culture positive avec une sensibilité également de 50% et une bonne spécificité. Donc l'intérêt de ce matériel, dans les endroits où on ne peut pas pratiquer la culture, c'est de récupérer tout de même 50% de diagnostic de tuberculose chez les patients qui sont à microscopie négative, ce qui est quand même intéressant. La sensibilité de l'XPER dans les tuberculoses extrapulmonaires à culture positive, pour les urines, c'est 80%, les séreuses 50%, dans le PU, en particulier un PU ganglionnaire, ça sera 90%, et dans une aspiration gastrique de 80%. Donc cette sensibilité va dépendre essentiellement du type de prélèvement et de la richesse en bacilles. Il y a des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est la rapidité, 2 heures à peu près dans une procédure, la fiabilité, la simplicité et l'utilisation dans d'autres pathologies. Les limites, c'est le coût, la nécessité d'une électricité stable, l'air conditionné, il faut une température inférieure à 30 degrés pour le fonctionnement de cet appareillage, le volume de stockage que représentent les cartouches, dont la date de péremption est toujours inférieure à 18 mois. Il faut que ces cartouches soient stockées dans un endroit relativement frais, c'est-à-dire à 28 degrés maximum. Dans certains cas, il y a nécessité d'une confirmation bactériologique, car ce procédé n'élimine pas la microscopie conventionnelle. Un système GenExpert peut traiter par jour 15 à 20 prélèvements. Alors, parmi les gros inconvénients qui vont ressortir, c'est le coût du procédé. Et le coût du procédé, en particulier, on peut dire qu'actuellement, le GenExpert est 40 fois plus cher que l'examen microscopique direct. Ça a été fait en particulier lors du lancement du programme indien de lutte contre la tuberculose en 2010. Alors, il y a actuellement des négociations qui sont en cours pour essayer de réduire ces coûts avec la société Cepheid. Des réductions de prix significatives ont été obtenues uniquement par les secteurs de santé publique de 145 pays en développement, mais à l'exclusion des ONG. L'instrument à 4 modules peut être actuellement vendu avec l'ordinateur portable à 17 500 $, avec pour le test le moins cher, le test en gros à 10 $, avec une garantie de 2 ans sur le fonctionnement de la machine et l'assurance d'une hotline. Quant à la calibration de la machine, il faut qu'elle soit réalisée tous les ans au minimum, avec un coût actuel de 1 400 $. Dans le futur, on espère une réduction importante de ce coût, après 2013, autour de 450 $. Il faut savoir que la détection d'une résistance à la rifampicine avec le GenExpert nécessite une confirmation, à condition qu'il existe un laboratoire de référence qui réalise des antibiogrammes, ce qui est rarement le cas. Je rappelle qu'actuellement, dans l'hôpital où j'ai travaillé, enfin dans les hôpitaux où je suis allé avec le partenariat Esther, en particulier les hôpitaux de Yaoundé, il y a un seul centre de référence pour les antibiogrammes qui est situé à l'Institut Pasteur. L'Institut Pasteur de Yaoundé réalisait en 2010 1500 cultures. Il mettait au point à l'époque la culture en milieu liquide. Elle n'était pas encore validée. Actuellement, je pense qu'elle doit l'être. Et sur ces 1500 cultures, il y avait eu, si ma mémoire ne flanche pas, 389 antibiogrammes réalisés qui avaient montré, sur cette année-là, 69 multirésistances. Le problème, c'est qu'une diffusion large de cette méthode n'est pas forcément très appropriée, en particulier au niveau des hôpitaux périphériques. Pourquoi ? Eh bien, on peut penser que le nombre de tuberculoses multirésistantes qui sont diagnostiquées, par exemple au Cameroun, mettons 69 cas en 2010, si on estime qu'il y a eu un certain nombre d'examens redondants pour le même patient, on arrive à peu près au même taux de multirésistance, au même nombre de multirésistances que ce que l'on trouve en France
c'est-à-dire à peu près 50 à 60 cas par an pour 5300 tuberculoses diagnostiquées chaque année en France, 1%. Donc on peut imaginer que ceux qui sont détectés actuellement ne sont que la partie tout à fait immergée de l'iceberg, et que derrière cela se trouvent de très nombreux cas de multirésistance pour lesquels va se poser le problème de la prise en charge. Il faut savoir que le traitement des tuberculoses MDR coûte à peu près 100 fois le coût d'une tuberculose normale. J'ai visité l'hôpital Jameau, qui ne fait pas partie des partenariats Ester, mais le professeur Christopher Coaban m'a bien expliqué qu'ils avaient à peu près, dans les 10 dernières années, traité en gros 100 à 120 tuberculoses multirésistantes, en gros une douzaine par an, que ces patients sont hospitalisés dans un pavillon à part, mais sans isolement véritable, et que la durée de séjour de ces patients est à peu près de 1 an en hospitalisation. Les médicaments de deuxième ligne sont fournis par un fonds allemand, le GIZ. Et la question qui va se poser, si on ressort on va dire, de la périphérie de nombreux cas de multirésistance, c'est avec quels médicaments va-t-on les soigner? Alors, il existe, heureusement c'est un espoir, l'espoir de voir venir sur le marché de nouveaux médicaments, comme la délamanide, qui va être commercialisée probablement par la société Otsuka, qui est en phase 3 d'expérimentation, et puis de la recherche Janssen va ressortir probablement rapidement la bélaquiline, et on espère beaucoup pour le traitement de deuxième ligne de cette pathologie. Le succès du traitement actuellement de deuxième ligne, il est limité. Il y a quand même 40% de mortalité dans le traitement des MDR. Il faut savoir qu'une mauvaise prise en charge de ces patients MDR risque d'aboutir à des tuberculoses ultra-résistantes. Actuellement, il y a eu un seul cas documenté en 2009 de tuberculose ultra-résistante au Cameroun, le patient étant décédé peu après le diagnostic. Quelle est la diffusion actuelle du procédé par le GENexpert, qui, je vous rappelle, n'a que 2 ans? Les expériences initiales ont été menées en Afrique du Sud. Il y a actuellement le programme indien qui commence à l'intégrer dans son dispositif, et des développements en Afrique de l'Ouest. Alors tout d'abord, les recommandations de l'OMS pour l'expert MTB-RIF, c'est d'abord pour le diagnostic initial chez les patients qui sont susceptibles d'avoir une tuberculose associée au VIH. C'est bien sûr le diagnostic des tuberculoses chez les patients qui ont été en contact avec des patients MDR. Et enfin, l'examen de crachage chez ces patients est maintenu, mais en second choix, après le test génétique ou le dépistage radiologique. Il est maintenu pour les issues de traitement. Si ce test est négatif, cela n'élimine pas une tuberculose, puisque, comme vous le savez, en absence de culture, on ne peut pas absolument éliminer une tuberculose. L'Afrique du Sud a été le pays qui a le plus d'expérience dans l'utilisation de ce matériel. Ils avaient commandé en mars 2012 la moitié des 963 000 cartouches qui ont été distribuées dans le monde depuis 2010. Le Kenya, qui a un nombre de tuberculoses équivalent, voire supérieur à l'Afrique du Sud, par contre, de son côté, n'a utilisé que 34 000 cartouches seulement. Et c'est pour ces pays-là que l'United a négocié avec la société Cepheid des réductions de prix de la cartouche. Actuellement, je ne sais pas, mais fin 2011, il y avait 1500 machines disponibles sur le terrain. Pourquoi l'Afrique du Sud a intégré ce dispositif dans son programme? D'une part, à cause de l'endémicité considérable de la maladie, de la très importante co-infection. Et puis, on avait estimé, à la fin des années 90, que le manque à gagner lié à la tuberculose était estimé à 16% du PIB par habitant. Il existe actuellement un développement régulier d'ateliers internationaux pour cette technologie. Au mois de février-mars cette année, il y a eu un atelier à l'Institut Pasteur de Yaoundé sous l'organisation de Saya Yango et de Brigitte Jiquel de l'Institut Pasteur de Paris, avec la collaboration d'Arnaud Trébuc. Il y a aussi également eu, peu de temps après, à Madagascar, le même enseignement, ainsi qu'à Tunis, Dakar, etc.
Alors en Inde, le projet est un petit peu particulier puisqu'il y a une ambition assez extraordinaire. Sur 5 ans, il a été prévu de faire je ne dirais pas un screening de la population, mais d'essayer de toucher le maximum de populations vulnérables pour essayer de traiter la tuberculose dans ces populations. En priorité, le programme touche les femmes, les enfants, les populations tribales, les communautés d'accès difficiles et les groupes vulnérables, en particulier les co-infectés, sur 21 États. Donc ce programme doit viser à peu près un peu moins de 600 millions d'habitants sur 300 districts. Actuellement, le programme en est à sa 2e année. Mais il ne faut pas oublier que, outre le dépistage par des examens microbiologiques ou immunologiques, que la sensibilisation par des campagnes d'information, en particulier l'Inde a utilisé une campagne humoristique qui, je ne saurais pas vous le prononcer, Bulgambai, mais ça veut dire Monsieur Crachat. Et ces campagnes télévisées permettent de sensibiliser les personnes au risque contagieux de la tuberculose. Dans le cadre du programme Esther, où situer ce type d'appareillage, comment l'utiliser pour le diagnostic de la tuberculose ou comme outil de diagnostic de la résistance, et quand? Alors l'hôpital de district, là je vous ai mis une slide sur laquelle, du côté droit, c'est un hôpital de district qui dépend, qui est affilié au programme Esther au Cameroun, c'est l'hôpital de Bafia, où Nelson est en train d'effectuer son travail quotidien. Il effectue à peu près 1 millier de colorations de ZIL tous les ans. Et vous voyez qu'est-ce qu'il a comme matériel. Il n'avait plus de gaz, il chauffe ses lampes de ZIL avec une bougie. À gauche, ce sont des images qui proviennent d'un hôpital de district de Burkina, très exactement l'hôpital de Paul VI, qui se trouve dans la banlieue de Ouagadougou. Cet hôpital est considéré comme un très bon élève dans le diagnostic de la tuberculose, non pas tant sur la qualité du microbiologiste ou des microbiologistes, qui sont excellents d'ailleurs, mais c'est sur la quantité de tuberculose dépistée par rapport à celles qui sont attendues, vu l'endémicité de la tuberculose et la population qui est cernée sur cet hôpital. Donc ils collectionnent régulièrement les diplômes chaque année qui sont affichés dans le bureau de la directrice. L'hôpital de district, si on n'y met pas de gène expert, par contre, il serait peut-être très important de pouvoir récupérer des prélèvements. Et en particulier, vous savez que dans le suivi d'une tuberculose, outre les 3 crachats initiaux, il y a un premier contrôle bactériologique qui est fait au bout de 2 mois de traitement, c'est-à-dire au moment de la césure entre la quadrithérapie et la bithérapie par rimifon et rifampicine. Ensuite, un contrôle à 4 mois et en fin de traitement à 6 mois. Le patient est considéré comme guéri si la bactériologie terminale est bien réalisée, si le patient a pris correctement son traitement et si cette bactériologie est négative. Alors, je ne sais pas s'il faudrait que des prélèvements à 2 mois ou à 4 mois soient envoyés vers un centre de référence où on puisse faire le gène expert. C'est à discuter. En tout cas, avant un retraitement, je pense qu'il est très utile de documenter le patient quand cela est possible. Bien sûr, chez les patients qui ont été en contact avec des MDR, mais c'est peu connu au niveau de l'hôpital de district, sauf chez les patients qui ont été retraités. Et où acheminer ces patients? Alors, j'ai mis Yaoundé, Garoua. Garoua, pourquoi? Parce qu'il y a un centre où on fait des cultures, et que ce centre où on fait des cultures, les cultures sont acheminées ensuite secondairement sur Yaoundé par avion. Au niveau de la capitale, Yaoundé, les hôpitaux de référence, ça peut être l'hôpital central. Pourquoi l'hôpital central? Parce que c'est pas parce que c'est lui qui a le nombre le plus important de cas de tuberculose, quoique il arrive en 2e position sur la ville. À l'hôpital central, il y a une file active de 7000 patients VIH qui sont suivis en hôpital de jour. Ces patients, lorsqu'on cherche à les documenter pour le diagnostic de la co-infection, ça a été le but de mon intervention lors de ma mission Esther au Cameroun l'année dernière avec Anke Bourgeois et Christian Carrière. Le but, c'était de savoir si la prise en charge de la tuberculose chez le patient co-infecté était suffisante et correcte. Eh bien, il est très difficile d'arriver à un résultat valable sans passer par des traitements empiriques chez ces patients VIH.
Pourquoi? Parce que l'imagerie radiologique, à l'époque où j'y étais, était de qualité hautement médiocre. Et d'autre part, comme vous le savez, la sémiologie clinique du VIH, enfin de la tuberculose chez le VIH, clinique et radiologique, est particulièrement difficile. Et la rentabilité des examens bactériologiques standards est beaucoup moins bonne, on va dire au moins de 10% en moins pour une tuberculose par rapport aux patients immunocompétents. L'hôpital d'Essos avait moins de tuberculeux, c'est l'hôpital le plus moderne de Yaoundé, c'est l'hôpital dit de la Caisse. Il avait 168 patients en 2010. Alors pourquoi il y a eu une diminution entre 2009 et 2010 sur tous mes chiffres? C'est parce qu'il y a une rupture d'approvisionnement en traitement antituberculeux pendant 3 mois au Cameroun, au début, entre l'année 2009 et 2010. Je saute l'hôpital général de Yaoundé, où il y a moins de tuberculeux pris en charge, mais l'hôpital Jameau, c'est l'hôpital où on traite à peu près 2000 tuberculeux par an. C'est l'hôpital de référence pour les patients multirésistants. Il y a eu, lorsque je suis passé, il y avait eu, lors des 6 premiers mois, 992 nouveaux cas de tuberculose. Voilà, ça c'est des fiches de retraitement pour les patients multirésistants. Alors, les propositions que je ferai pour un programme Ester, mais j'entends bien que ces propositions doivent être discutées, ce ne sont pas les miennes uniquement. Je me suis fait aider pour cet exposé, en particulier par le docteur Arnaud Trébuc de l'USCT pour sa compétence, grâce à sa compétence dans le cadre de la tuberculose en Afrique. J'ai relu ses articles, en particulier sur l'importance de ne pas abandonner la microscopie traditionnelle. La place du GENExpert dans le contexte actuel se situe dans les centres de référence pour la tuberculose. Alors je sais par Avelin qu'actuellement il y a un GENExpert qui fonctionne à l'Institut Pasteur du Cameroun, qu'un deuxième va être mis à disposition bientôt. L'intérêt du GENExpert dans ces centres de référence, c'est surtout de gagner du temps sur le diagnostic de la multirésistance, c'est-à-dire d'économiser le temps des cultures, en particulier chez les patients qui sont en échec de traitement ou chez les patients qui sont co-infectés. Bien sûr, il y a toujours la possibilité de contrôler par un antibiogramme traditionnel. Et enfin, cette confirmation par antibiogramme classique reste nécessaire. Il faut savoir que le GENExpert n'est peut-être pas non plus la panacée universelle, que d'autres technologies vont apparaître, comme la recherche des dérivés des bacilles tuberculeux dans les urines. Voilà, je vous remercie de votre attention.